Tous et à toutes, notre groupe composé d'Olivier, Bernard, Charles-Auguste et Côme allons vous présenter un article scientifique qui s'intitule Towards Tech Generation with Adversely Learned Neural Outlines. Donc cet article de générateur de texte, qui parle de générateur de texte, illustre le travail de 6 chercheurs, dont un des chercheurs est Christopher Hall. Donc cette présentation va se décomposer de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons vous contextualiser l'intérêt d'un tel programme, les enjeux et les objectifs. Ensuite, nous vous expliquerons l'architecture générale du modèle développé et définirons les paramètres utilisés. Le modèle a été soumis à 2 types d'expériences. Donc, en premier, les expériences de type non conditionnel et les expériences de type conditionnel. La différence entre les 2 types d'expériences, c'est que l'expérience conditionnelle génère une phrase en fonction d'une hypothèse donnée. Afin d'étudier les résultats de ces expériences, nous vous présenterons les moyens et les indicateurs utilisés pour définir la performance d'un modèle, ce qui nous permettra par la suite de comparer les modèles testés avec d'autres modèles. Nous analyserons bien évidemment les résultats obtenus. Enfin, nous conclurons et vous montrons les références utilisées pour la réalisation de cette présentation. Donc, le but premier de ce type de programme est d'apprendre les modèles génératifs de texte. L'intérêt, à terme, serait de générer des discours politiques ou économiques. Il pourrait aussi être utilisé dans les traducteurs automatiques ou dans des intelligences artificielles comme Siri ou autres. Donc, on pourrait aussi penser l'utiliser dans des descripteurs d'images. En bref, il y a un champ d'utilisation très vaste à ce type de programme. Donc le programme développé résulte de la concaténation de 2 modèles. Donc les modèles autodégressifs, donc d'un modèle autodégressif et d'un modèle contradictoire. Je vais laisser maintenant la parole à Olivier pour vous parler de l'architecture générale du modèle. L'architecture du modèle est composée de 2 parties principales. La première partie est un réseau de neurones récurrents qui a pour but de construire et de déconstruire des phrases en représentation vectorielle. Celui-ci est composé d'un encodeur et d'un décodeur, dont on va parler plus précisément dans les prochaines diapositives. La seconde partie est un Generative Adversarial Network, ou GAN, qui lui est entraîné pour générer des distributions de vecteurs similaires à celles de l'encodeur et faire la distinction entre les deux. Cette partie est composée d'un générateur et d'un discriminateur. Ces 2 parties peuvent être entraînées indépendamment l'une de l'autre. Donc, on va parler en premier de l'encodeur et du décodeur. L'encodeur utilisé pour ce modèle est un General Purpose Sentence Encoder qui a déjà été entraîné préalablement. De manière générale, le but de l'encodeur est de prendre une phrase en entrée et retourner une représentation vectorielle de cette phrase. Le General Purpose Encoder utilisé ici est composé d'un Word Embedding Table. C'est une technique utilisée en traitement automatique des langues pour représenter chaque mot d'un dictionnaire par un vecteur de nombre réel. L'encodeur est aussi composé d'un Gated Recurrent Unit, ou GRU, un modèle de réseau de neurones récurrents qui agit un peu comme un Long Short-Term Memory qu'on a vu en classe. Dans notre cas, le GRU est composé d'une seule couche cachée contenant 2048 neurones. On peut donc représenter une phrase par un vecteur de dimension 2048, comme on peut le voir sur l'équation suivante, où E représente l'encodeur. Le décodeur, tant qu'à lui, il a pour but de reconstruire la phrase de départ à partir des représentations vectorielles générées par l'encodeur. Il contient donc lui aussi une Word Embedding Table et un GRU à une couche cachée de 2048 neurones, mais il contient aussi une matrice de transformation qui mappe les états cachés du GRU à l'ensemble des sorties possibles. La principale différence entre le GRU et le Long Short-Term Memory est que le GRU a une porte d'oubli, mais n'a pas de porte de sortie. Ceci diminue le nombre de paramètres. Pour le GRU, on a donc 4 paramètres. Les 2 vecteurs d'entrée et de sortie et les vecteurs de réinitialisation et de mise à jour de la porte d'oubli. Les valeurs des paramètres sont présentées dans le tableau suivant, où sigma représente la fonction d'activation utilisée et W et U sont des matrices de paramètres. La deuxième partie de notre architecture est composée d'un Generative Adversarial Network, une technique d'apprentissage non supervisé qui met 2 réseaux en compétition, comme on le fait en théorie des jeux. De manière générale, le premier réseau est un réseau générateur,
qui a pour but de générer des candidats, tandis que le second réseau est un réseau discriminateur qui, lui, a pour but d'évaluer les candidats générés par le générateur. Dans notre cas, le réseau générateur est entraîné pour générer des représentations vectorielles de phrases en essayant d'imiter les distributions de l'encodeur à partir de distributions plus simples. Son but est de tromper le réseau discriminateur qui, lui, tente de faire la différence entre les échantillons qui proviennent de la vraie distribution, c'est-à-dire celle de l'encodeur, et celle générée par le générateur. De manière un peu plus spécifique, le générateur et le discriminateur s'entraînent avec pour but la fonction min-max présentée juste ici. Le générateur et le discriminateur sont tous les deux des perceptrons multicouches de 5 couches avec 1024 dimensions cachées. Ils utilisent la fonction d'activation Leaky-Relu, qui est affichée juste ici, et ils utilisent aussi la formulation WGAN-GP, une fonction d'apprentissage par pénalité du gradient. Finalement, les 4 modules ont utilisé des paramètres similaires pour leur apprentissage, soit l'algorithme d'optimisation Adam, avec un taux d'apprentissage de 2 fois 10 à la moins 4, un bêta 1 de 0.5, un bêta 2 de 0.9 et un noise radius de 0.12 ou de 0.2. Moi, je vais vous présenter l'expérience non conditionnelle qui a été menée par les chercheurs. Donc, le but de cette expérience, c'était de générer des phrases en langue anglaise et de vérifier leur validité avec des ensembles de tests. Ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a séparé ces bases de données en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests. On a passé les ensembles d'entraînement dans le réseau GAN et le décodeur pour avoir des résultats de sortie entraînés, et on a comparé ces résultats de sortie à l'ensemble de tests pour vérifier leur validité. Les résultats qui ont été obtenus ici, c'est des exemples de génération de phrases non conditionnelles. Dans le cas en haut, c'est la book corpus, et dans le cas du bas, c'est WMT15. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que les phrases font du sens en langue anglaise, que la ponctuation semble respectée, puis qu'il y a une variété d'utilisation des choix de mots. Ensuite, le deuxième type de résultat qui a été observé, c'est des générations d'interpolations linéaires à partir de phrases générées aléatoirement. Donc, comme précédemment, on est parti de deux vecteurs de phrases générées aléatoirement, et on a fait une interpolation linéaire entre celles-ci. Donc, les phrases générées sont les phrases 1 et 10, et entre ces deux phrases, dans le fond, c'est comme une interpolation linéaire classique numérique. Ce qu'on vient faire, c'est plus on s'éloigne de la phrase 1, plus on va perdre des mots qui correspondent à cette phrase, et plus on se rapproche de la phrase 10, plus on va avoir des mots qui correspondent à la phrase 10. Donc, chacun des points entre 1 et 10 correspondent aussi à des vecteurs de phrases qui sont générés par le réseau GAN et décodés par Beam Search qui a été implémenté par les chercheurs. Ensuite, les chercheurs voulaient vérifier la comparaison entre leur réseau et ceux de la littérature. Ils ont fait ça à partir d'un vocabulaire de 80 000 mots avec une séquence maximale de 50 caractères par mot. Un des hyperparamètres qu'ils vont utiliser pour comparer leur réseau, c'est la température. Ce hyperparamètre, il sert à contrôler le caractère aléatoire des prédictions en mettant à l'échelle les logit avant d'appliquer softmax à la couche finale. Ce que ça veut dire, c'est que quand la température est élevée, plus la température est élevée, plus toutes les actions ont une probabilité similaire. Ça veut dire que toutes les lettres futures ont relativement une probabilité similaire, donc le réseau est plus facilement excité par les échantillons et il y a plus de diversité dans les échantillons, mais aussi plus d'erreurs. À l'inverse, quand la température est basse, l'action avec l'espérance attendue la plus grande est celle qui sera aussi la plus probable. Donc, le réseau est plus sûr, il y a moins d'entrées qui sont nécessaires pour activer la couche de sortie, mais il est aussi plus conservateur dans ses échantillons. Il est donc moins susceptible d'échantillonner à partir de candidats improbables, comme des lettres qui sont peu fréquentes. Donc ici, on peut voir les résultats de la comparaison des réseaux. Ce qu'il faut noter, c'est la variable de perplexité qui correspond à la capacité du modèle à prédire le prochain mot. Il faut voir cette variable comme étant une entropie et non comme une probabilité. Donc c'est une valeur, et plus elle s'approche de 0, plus la perplexité est donc élevée et plus le réseau est efficace. Donc pour une température de 0.5, on peut voir que le meilleur modèle reste WDLSTM. Notre modèle à nous, par contre, est en deuxième position. Toutefois, si on utilise Beam Search comme décodeur au lieu d'utiliser la température,
ce qu'on remarque, c'est que notre modèle se rapproche drôlement des résultats de WDLSTM, sans toutefois être clairement meilleur. Maintenant, quand on regarde à une température de 1, on remarque que notre modèle, sans utiliser Beam Search, est définitivement meilleur cette fois-ci que WDLSTM et que les auto-encodeurs. Et avec Beam Search, il va rester meilleur que les deux autres réseaux aussi. Enfin, les chercheurs ont aussi voulu comparer les modèles entre eux à partir d'évaluations humaines. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des évaluateurs humains de noter leurs préférences de phrases de sortie de chacun des modèles, essentiellement notre modèle et WDLSTM, à des températures différentes et quand on utilise Beam Search avec notre modèle. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'à une température de 1, généralement, notre modèle est préféré dans les 3 catégories de grammaire, de thématisation et de qualité générale. Toutefois, lorsqu'on utilise Beam Search et une température de 0.5, les résultats étaient plus partagés. Généralement, les évaluateurs avaient aucune préférence entre les deux phrases qui leur étaient soumises pour la grammaire ni la thématisation. Et pour la qualité générale, en général, notre modèle avait de meilleurs résultats, mais la distinction est pas claire. Maintenant, on va présenter l'expérience conditionnelle. Cette dernière avait 2 buts. Premièrement, c'était de générer une phrase affirmative qui satisfaisait une relation particulière, soit une implication, une contradiction ou une phrase neutre, à partir d'une phrase d'hypothèse donnée et des marqueurs de relation en utilisant la banque de données SNLI. Le deuxième but était de générer les phrases à partir d'un sentiment donné, selon la banque de données Synthécap ou des critiques de produits Amazon. L'expérience est dite conditionnelle puisqu'elle utilise un CGAN, un conditional GAN, et la différence avec un GAN régulier est qu'il utilise un paramètre additionnel de type catégorie qui va influencer sur la génération de la phrase. Pour les résultats de l'expérience, on peut comparer le modèle avec des modèles déjà existants, soit le modèle Baseline Sequence to Sequence et le modèle Chain-ML. On peut voir que le modèle des chercheurs a été plus précis dans la génération de ces phrases que les deux autres modèles. Maintenant, du côté du sentiment, on peut voir que le modèle a été capable de capturer un peu le sentiment fourni tout en utilisant la relation imposée par le modèle. Dans la table numéro 8, on peut voir que selon le modèle, soit ici nommé label, soit E pour une implication, C pour une contradiction ou N pour une phrase neutre, on peut voir que les phrases qui sont générées respectent un peu l'hypothèse et le label donné. Les performances changent selon le dataset utilisé, mais on peut voir qu'elles sont satisfaisantes dans la majorité des cas. En résumé, nous avons là un modèle génératif conditionnel de texte efficace qui est compétitif dans les deux types d'expériences, notamment sur l'expérience non conditionnelle à température élevée. Cependant, il reste tout de même compétitif sur l'expérience conditionnelle. Nous avons observé des transitions douces se produisant lors de déplacements linéaires dans le générateur GAN. En termes d'évolution, les évolutions possibles seraient de tester le modèle sur des références plus difficiles comme multi-NLI. Aussi, nous pourrions prendre en compte l'ablation du coefficient du terme accusatoire qui pourrait expliquer l'impact de la composante autodégressive. Donc voici les références utilisées lors de cette présentation.